Au nom du Cercle des dirigeants d'entreprise, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la très cordiale bienvenue en ce début de semaine, en ce premier lundi de printemps, en fait. Cela fait juste 2 jours que nous y sommes, avec tous les espoirs que, bien sûr, cela représente. Ce soir, c'est Pascal Eichenberger qui va nous parler d'un sujet, au fond, que nous avons imaginé de manière presque naturel en discutant. On ne se quittait plus au téléphone. On était parti plutôt sur une histoire d'informatique et on s'est dit non, non, mais on va partir sur autre chose. Et alors après le Covid, la Covid, pardon, ne pas se tromper surtout, comment se remettre au travail? Alors, sans plus tarder, mais avant de donner la parole à Pascal Eichenberger, cette liaison a été faite par Xavier Comtesse qui lève la main. Et puisque tous les lundis, vous le savez, nous nous retrouvons pour un Penser Agir issu d'un ouvrage que Xavier Comtesse a présenté. Xavier, tu veux dire un mot? Oui, je voulais juste dire que Pascal préside une organisation assez importante en Suisse qui s'appelle Alp ICT. Alors évidemment, le nom est extrêmement mal choisi parce que Alp, pas du tout, il s'occupe du plateau suisse. Et ICT, je ne sais même plus ce que ça veut dire, il devrait s'appeler digital ou quelque chose comme ça. Mais en fait, il s'occupe de la transformation digitale. C'est des gens merveilleux et qui nous ont beaucoup aidés dans notre réflexion. Et on devrait faire plus appel à cette organisation qui est, assez curieusement, à Genève, dirigée par une Neuchâteloise. Yeah! Merci Xavier. Avant de donner la parole à Pascal Eichenberger, à qui je demanderai de se présenter, qui il est dans sa vie professionnelle et tout ce qu'il veut nous dire, il nous le dira. Et ensuite, il enchaînera immédiatement sur ce thème, après Covid, comment se remettre au travail, qui va sans doute vous parler dans vos réflexions. Mais auparavant, je vous demande d'ouvrir vos micros pour un bel applaudissement pour Pascal Eichenberger, Xavier Comtesse et aussi Julia. Pascal, l'antenne est à vous. Merci Enza, bonsoir à toutes et à tous. Alors merci à Enza et à Xavier pour leur charmante invitation. Je tiens à dire un petit mot sur Xavier Comtesse qui ne me connaît pas bien, mais moi je le connais bien parce que je le lis depuis longtemps et je suis son action. Et c'est vraiment quelqu'un qui n'aurait plus besoin de le faire, mais qui continue à essayer de dynamiser la Suisse, à essayer de dynamiser ce tissu économique. Et je pense qu'il faut lui rendre hommage. Enfin, je profite de le faire ce soir parce que je pense que c'est un grand monsieur qui a œuvré depuis de nombreuses années. Donc, ce n'est pas uniquement la série Penser Agir ou Innovation et Résilience. Il a écrit un livre, mais il a fait des tas d'autres choses qui ont beaucoup servi le pays et l'économie en général. Je tiens aussi à féliciter Delphine Seitier, qui est secrétaire générale d'Alp ICT, et Sandrine Barouco, que je vois là, qui travaille aussi chez Alp ICT, parce qu'en fait, ce sont elles qui font tout le travail. Moi, je préside. Donc, oui, hein, ceux d'entre vous qui président savent à quoi je fais référence. Je ne fais en principe pas grand-chose. Mais je note que non seulement c'est une Neuchâteloise qui est à la tête d'Alp ICT, mais qu'en plus, il s'agit principalement de femmes, ce qui est très plaisant, surtout dans le domaine du digital. Alors, je les remercie chaleureusement de leur excellent travail et de leur présence ce soir. Alors, je vais me servir un petit peu du titre de cette série « Penser et agir » parce que je pense le titre est très bien choisi. On est à une époque où on pense finalement peu. On n'agit pas beaucoup non plus, mais avant de se remettre en mouvement, il convient peut-être de se poser quelques questions sur le moment qu'on vit, pour justement répondre à cette question, après Covid, comment se remettre au travail? Alors, dans le titre, il y a un présupposé, c'est qu'en fait, on a moins travaillé. Alors, ça n'a pas été mon cas. Moi, je dirige une entreprise, une petite PME de 50 personnes qui fait de l'informatique et je préside Alp ICT, donc j'ai travaillé d'arrache-pied depuis maintenant plus d'une année pour faire face à ce moment de crise. Mais si je regarde la société plus globalement dans son ensemble, on a évidemment tous subi un choc. Hein, il y a eu un état de stupeur, ce qui est tout à fait normal. On voyait le défilé des morts tous les matins pour nous dire combien de gens étaient infectés, etc.
Il y a donc, je pense, quelque chose de l'ordre du traumatisme. On le voit maintenant avec les hospitalisations en psychiatrie qui explosent. Les gens ne sont pas bien, pour le dire un peu dans le langage courant. Et je crois que la première chose à faire, c'est de prendre acte, en fait, de cette situation qui nous enquiquine, parce qu'au lieu de nous retrouver à Genève avec des petits fours qui sont certainement divins et un bon verre de blanc, nos châtelois, on est tous là derrière nos écrans à essayer de gérer la lumière, d'avoir un audio qui fonctionne, de rallumer son micro quand on souhaite parler. Donc, on est empêché. Alors, le digital nous permet de mener cet événement ce soir, mais je dirais que c'est un peu moite-moite. C'est pas aussi bien que de rencontrer les gens. J'espère qu'on pourra se rencontrer prochainement. Mais je dirais la première chose à faire, c'est de vraiment prendre acte qu'en fait, ça a été une période très particulière qui nous a tous un peu chicanés et que je pense que c'est absolument faux de croire que tout le monde a beaucoup travaillé. C'est pas du tout une critique, mais on a eu des tas de choses à gérer. Et puis la question pour moi maintenant, c'est à quel thème est-ce qu'on peut penser, donc dans quelle direction on peut se remettre en mouvement, puis comment on peut faire pour se remettre en mouvement justement émotionnellement. Alors une première chose, ce serait, dans l'idée de penser, ce serait d'examiner un petit peu cette crise Covid qui, de mon point de vue, est maintenant close, parce qu'en fait, il ne s'agit plus d'une crise, c'est un état de fait. Il y a une situation sanitaire qui est un peu particulière, très bien, dont acte. Moi qui dirige aussi une entreprise, j'en ai pris acte. On fait avec, c'est une contrainte business comme une autre, et puis voilà. Alors, une des premières choses que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai arrêté d'être un éminent virologue, ou je ne sais pas comment on dit, virologiste, ou épidémiologiste, comme on l'a tous été, je suis sûr, à un moment ou à un autre. Je suis avec beaucoup d'admiration le travail des autorités, je leur fais confiance. Je me suis beaucoup aimé Alain Berset, que je trouve super, même si je ne suis pas toujours d'accord, mais ça m'est égal en fait. Je lui fais confiance. Et le fait de donner sa confiance dans les autorités suisses qui, à mon sens, fonctionnent quand même, elles dysfonctionnent en tout cas pas. Ils ont certainement fait des erreurs, mais c'est vraiment quelque chose de très reposant. Et le fait de sortir du bal des contaminés jour après jour, ça permet déjà de réduire un petit peu la charge émotionnelle qu'on a tous subie en fait pendant cette période. Donc, pour penser la chose, déjà se désintoxiquer un petit peu de tout ce remue-ménage qui vous rappelle qu'en fait la vie est courte, ça on le sait, mais peut-être qu'on peut y penser à d'autres moments. Le deuxième point que je voulais amener, c'est en fait si on regarde cette crise Covid qui maintenant à mon avis n'en est plus une, la principale action de cette crise, ça a été en fait de mettre un coup d'accélérateur sur toute une série de tendances qui étaient déjà là, qu'on sentait un peu bruire, qui étaient présentes à l'horizon. Et c'est clair que dans un moment où en fait les choses bougent plus vite à cause d'une crise sanitaire qui est extrêmement incertaine, ça devient difficile de piloter le bateau. Donc, comme je l'ai dit, se débarrasser un petit peu du côté virologue de chacun et spécialiste de la santé globale, et vraiment se concentrer sur les quelques tendances qui vont être pertinentes pour vous. Moi, pour l'intervention de ce soir, je propose d'en retenir 3. La première, c'est la numérisation ou la digitalisation. Évidemment, comme président d'Alpine City, ça fait 25 ans que je pense et que je contribue, en tout cas que j'essaye de contribuer à la numérisation du monde en général. Donc, évidemment que j'ai tendance à penser aussi, étant ingénieur de formation, que c'est quelque chose, c'est une force à l'œuvre qui est puissante. Je pense qu'elle l'est encore plus maintenant. Il y a eu dans la numérisation, beaucoup d'opportunités d'aubaine, en fait. Si on regarde les écoles, les gouvernements, ils avaient déjà des problèmes de digitalisation de l'école. Il y a le Covid. Moi, si j'avais été au manège, j'aurais dit, bon, les mecs, on avait un programme pour la digitalisation des écoles, c'est le Covid, fiesta, on y va, on digitalise tout. Donc, je ne pense pas que c'est forcément une accélération qui est uniquement liée à des besoins, mais c'est aussi une opportunité d'aubaine. C'est-à-dire, tout d'un coup, vous voyez qu'en fait, ce que vous vouliez de toute façon faire, c'est réalisable. Donc, que ce soit les gouvernements, les entreprises, les individus, je pense que ça a libéré un champ pour faire ce qu'ils souhaitaient déjà faire. Donc, premier point, la numérisation. Deuxième point que je voudrais mettre en avant et peut-être discuter après avec vous, c'est la flexibilisation. Pourquoi
alors peut-être pourquoi j'utilise le terme numérisation et flexibilisation, parce qu'il s'agit vraiment de processus. C'est pas j'ai une entreprise, tout d'un coup je la digitalise et c'est fait. C'est vraiment un processus qui se déroule, qui prend plusieurs années et puis on n'est pas dans quelque chose de constant, on est quelque chose de dynamique. C'est vraiment un processus qui va de l'avant. Typiquement, si je reviens juste à la numérisation, en fait, ce soir, on se rencontre sur Zoom ou on se Zoom contre, je ne sais pas comment il faut le dire, mais en fait, d'un côté, on peut dire vivre cette technologie qui en fait est très pratique. Moi, je passe maintenant 50% de ma vie sur Zoom. C'est donc quelque chose qui est devenu important pour le travail que je fais, qui est de diriger une entreprise. Est-ce que je regrette les dîners entre amis et l'apéro qu'on aurait pu avoir à Genève? Bien entendu, mais d'un autre côté, je suis très heureux de pouvoir converser avec vous ce soir. C'est un honneur. Je pense qu'on aura une chaleureuse discussion ensuite. Donc, c'est un peu plus sec, c'est moins humain, mais d'un autre côté, ça permet quand même à l'échange de continuer sous une forme un peu différente. Donc, cette numérisation, je pense qu'elle va pas s'évaporer après. Hein. Bien sûr qu'on se réjouit tous de prendre un apéro, mais ce n'est pas quelque chose qui va disparaître. Pour la flexibilisation, je pense qu'il en est de même. On a tous dû, peut-être comme patron ou comme collaborateur d'une plus grande structure, dû se flexibiliser. Tout d'un coup, il faut travailler de la maison, faire avec un collègue qui n'est pas là, faire avec un collègue dont on ne sait où il va être demain, réfléchir à l'opportunité de faire une réunion présentielle parce qu'il faut… je m'excuse, j'étais en train de lire le commentaire, je me suis laissé distraire. Le fait de flexibiliser les choses, ce n'est pas quelque chose de très facile à vivre. D'accord ? C'est quelque chose, au contraire, qui, comme disent les ingénieurs, qui prend du CPU. C'est-à-dire que si vous ne savez jamais quel mode organisationnel vous allez pouvoir utiliser, vous devez consacrer du temps et de l'énergie à retrouver ces ressources et à savoir que faire. Donc, je pense que cette flexibilisation, c'est exactement comme la numérisation. C'est quelque chose qui était déjà là, qui était déjà en cours. Simplement, ça a été accéléré. Et comme ça a été accéléré, je doute que ça revienne totalement en arrière. C'est en train de faire bouger les lignes. Ce que j'essaye, moi, de faire à titre personnel dans l'entreprise que je dirige, c'est de prendre avantage de cette flexibilisation pour proposer un deal, un package aux collaborateurs qui soit plus intéressant. C'est de gagner en efficacité, de gagner en bien-être, mais avant le bien-être, il y a l'efficacité. Il ne suffit pas de se dire qu'on a tous piscine et puis que ça va bien se passer. Donc, numérisation, flexibilisation. Et le troisième point que je voulais soulever, c'est écologisation, qu'on peut voir aussi comme la numérisation et la flexibilisation comme un processus, comme vraiment quelque chose vers lequel on s'avance. D'accord ? Et le fait de s'avancer comme… Juste une seconde. Jules, il faut que tu ailles au foot. Il y a Stéphane qui a appelé. Excusez-moi. Vous voyez, ça, c'est typiquement la flexibilisation. Il faut se l'appliquer aussi à soi. De temps en temps, il y a le football, puis il faut rappeler aux jeunes qui doivent y aller. Alors, mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on souhaite toujours. Je reviens à l'écologisation. Ça m'a l'air d'être un terme beaucoup plus pertinent que le terme d'écologie parce que ça décrit un processus. L'écologisation, pourquoi? Parce que sinon, on va tous finir cramés comme de vieilles saucisses sur cette belle terre et ça provoquera un chaos indescriptible. Donc, on a collectivement intérêt pour nous-mêmes et pour les générations futures à s'en préoccuper et plutôt vite que tard. Maintenant, la difficulté, c'est que si on se fixe des objectifs qui sont de part trop importants tout de suite, évidemment qu'on a des difficultés à les atteindre, il y a un désespoir ou une désespérance qui peut s'installer. Tandis que si on voit les choses comme un processus en cours, une démarche, un objectif, plus facile à atteindre, c'est tout de suite plus relax. Et je pense que ça rend les choses beaucoup plus efficaces. C'est un peu la même chose que pour la numérisation. Si vous vous dites demain, il faut qu'on soit Google, qu'on ait un business model qui soit basé uniquement sur l'utilisation des données, puis qu'on puisse grandir à vitesse géométrique en accumulant des milliards, si vous arrivez à le faire, il ne faut pas hésiter, mais ça ne va pas être facile. Par contre, de prendre conscience qu'en fait, les données que vous avez, elles auront de la valeur, ça, c'est intéressant. Et puis de faire une première étape qui soit petite, raisonnable, mais atteignable.
Pour la flexibilisation, c'est un peu la même chose. Il y a des sociétés américaines, Twitter pour ne pas les nommer, qui ont décidé que dorénavant, le télétravail était permis ad vitam aeternam pour tous les collaborateurs. Bon, alors peut-être qu'ils ont un modèle d'affaires, un mode organisationnel qui leur permette cette flexibilité extrême, mais en ce qui me concerne, dans l'entreprise que je dirige, ça va simplement pas fonctionner que de permettre aux gens que de travailler toujours de la maison. D'ailleurs, on le fait plus. On a une partie des équipes qui sont en télétravail, une autre partie qui se voit, parce que comme on écrit des logiciels, une bonne partie de notre travail, c'est quand même d'être inventif et de collaborer ensemble. Et pour pouvoir collaborer et co-construire et avoir des idées ensemble, c'est quand même beaucoup plus simple si vous vous voyez. OK. Peut-être, je ne sais pas si à ce stade, il y a déjà des questions. Pascal, comme vous souhaitez, vous voulez qu'on passe au stade Non, d'après? j'ai encore quelques points à apporter. Alors, écoutez, je passe à la deuxième partie. Donc, les points supplémentaires que je voulais rajouter, c'est, si je résume mon propos, c'est prendre acte de la crise, l'état émotionnel dans lequel on a été, puis de sortir de ce truc où on est des petits docteurs house à savoir ce qu'il va falloir faire confiance au gouvernement. En tout cas, c'est comme ça que moi je m'y prends. Ça me libère beaucoup d'espace mental aussi pour agir. Deuxième chose, prendre les tendances qui sont déjà à l'œuvre et puis prendre acte du fait qu'elles vont en fait s'intensifier et s'accélérer en essayant de prendre la longue vue plutôt que la courte vue. Donc, numérisation, flexibilisation, écologisation. Et puis maintenant, j'en viens au troisième point qui est tout le côté du leadership émotionnel qu'on peut apporter, que ce soit pour ses proches, que ce soit pour ses enfants, que ce soit pour sa famille ou les gens avec qui on travaille. Une des choses que j'ai commencé à faire et qui est en fait assez utile, c'est vraiment d'avoir un dialogue très sincère avec les gens, puis de les aider à rentrer dans cette peine qu'en fait on a tous subi. Parce qu'on a tous subi cette situation. Je ne pense pas que quelqu'un se soit dit « Ah, c'est absolument génial, je vais pouvoir aller m'enfermer dans ma cave et faire des zooms ». Donc, c'est une situation qui n'est pas dramatique du tout. Je veux dire, il ne faut pas forcer le trait, on n'est pas non plus en guerre, mais c'était quand même, on a été perturbé dans nos habitudes et on n'a pas l'habitude d'être empêché parce que ça fait 50 ans qu'on vit une existence calme, plate et paisible. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et là, tout d'un coup, on est un petit peu secoué dans notre quotidien. Et simplement d'aider les gens à prendre acte du fait qu'il y a eu cette perturbation locale, parce que pour en ressortir, c'est nécessaire de prendre acte de la difficulté qui s'est posée. Le deuxième point, c'est une fois que les gens ils en ressortent, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous expliquent que ce qui a été dur pour eux. Et c'est un dialogue qui est très intéressant parce que moi, j'ai souvent été surpris des réponses qu'on m'a fournies. Les choses qui, moi, m'ont ennuyé, à titre personnel, ne seront pas du tout les mêmes que ce que d'autres collaborateurs ou collaboratrices auront éprouvé. Typiquement, pour moi, une des choses qui était difficile, c'est que comme j'avais au tout début, en mars, tout début du premier confinement, il y avait une grande angoisse par rapport aux débiteurs. Est-ce que les gens allaient continuer à nous payer? Mais surtout, je passais pratiquement 12 heures par jour au téléphone, ce qui est un petit peu beaucoup. Même si on est très motivé et que c'est la fin du monde, 12 heures au téléphone plus le reste, ça fait un peu beaucoup. J'ai donc adapté ça, mais c'est vrai qu'avec le recul, on prend acte de ça, on se dit tiens, c'est un petit peu trop, on organise les choses autrement, donc on rentre en fait, et c'est comme ça qu'on sort de la crise, parce qu'on rentre dans cette nouvelle réalité, puis une fois qu'on rentre dans cette nouvelle réalité, on peut réellement s'adapter en fait au réel. Tant qu'on fait comme si dans 2 semaines, tout allait changer, en fait, on est cuit. Vous ne pouvez pas vous adapter. Vous pouvez vous adapter que si vous vous dites, bon, ben, maintenant, c'est comme ça. Et typiquement, chez Winbiz, l'entreprise que je dirige, moi, j'ai mis en place une organisation qu'on pourrait prolonger ad vitam aeternam, sans perte de profitabilité ou d'efficacité. On a vraiment un modus operandi qui est efficace, efficient, pérenne et qu'on peut tenir à long terme. Parce que ce qui coûtait cher aux gens, c'est de passer d'un mode organisationnel à l'autre et ensuite à un autre et après on ajuste et ici on gagne 5%. Ça ne va pas du tout parce que ça prétérite en fait l'énergie que les gens ont à disposition pour travailler ensemble. Donc, plus de stabilité et puis rentrer dans ce moment émotionnel, pas juste organisationnel, mais vraiment qu'avez-vous ressenti?
Et puis, bien signifier aux gens qu'en fait, parce que personnellement, je pense quand même qu'il y a eu beaucoup, les gens ont souvent quand même eu piscine, et c'est tant mieux. Mais je le dis aussi pour moi, c'est-à-dire il faut prendre acte du fait qu'on a géré le temps complètement différemment, et puis il faut se remettre en marche. Et ça, pour pouvoir le faire, il faut arriver à dire, c'est vrai, on a fait les choses un peu différemment. D'accord? Et puis aussi, l'autre chose que je fais toujours avec mes collègues, c'est vraiment d'essayer de voir ce qu'on peut apprendre de cette situation. Parce qu'en fait, c'est aussi une situation comme ça de crise, c'est un miroir, en fait, des ressorts un peu intimes des gens. En fait, on se connaît. J'avais coutume de dire, non, non, celui-là, on ne va pas l'engager parce qu'on n'irait pas à la guerre avec lui. N'est-ce pas? Donc, cette expression, elle est assez descriptive parce qu'en fait, est-ce que vous prendriez cette personne pour vivre une situation difficile, situation dans laquelle potentiellement votre vie dépendrait? Et je pense que là, dans cette situation qui était de loin pas aussi traumatique qu'une guerre, mais disons qui nous a appris quand même quelque chose sur nous-mêmes, c'est vraiment l'occasion de faire un retour et puis de voir au niveau du travail, pas du tout rentrer dans la vie privée, mais au niveau du travail, si telle et telle personne a telle et telle caractéristique, qu'est-ce que ça veut dire sur la manière qu'on va avoir de collaborer? Puis pas juste se priver finalement de l'opportunité d'apprendre de ce moment un peu particulier. Voilà, donc j'en ai fini pour mon intervention. Donc Enza, je ne sais pas comment tu veux animer la suite. Alors, on va y aller. Tout d'abord, merci d'ouvrir vos micros pour un bel applaudissement pour Pascal Eschenberger, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Pascal. Alors, avant de passer la parole à nos copains, est-ce que si vous étiez dans des secteurs plus en peine, parce que le vôtre finalement a bien fonctionné, mais si vous étiez dans la culture, la restauration et j'en passe, est-ce que vous pensez que vous tiendriez le même type de discours? Peut-être oui, peut-être non. Que pensez-vous, Pascal? Écoutez, c'est difficile à dire. Évidemment, j'ai une situation qui est un peu privilégiée, mais il y a deux remarques peut-être que je peux faire. Premièrement, je connais des chefs d'entreprise qui sont actifs dans l'édition logicielle qui ont énormément souffert. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce que vous êtes actif dans une société technologique que vous avez forcément du succès pendant cette période. Ça n'a de loin pas été le cas de tout le monde. Moi, je dirige Winbiz depuis 8 ans et je dirais que le modèle qu'on a aujourd'hui, c'est un modèle qu'on a travaillé depuis mon arrivée. Donc, c'est en tout cas 5 ans de préparation. Donc, on était déjà en fait en train de se préparer à ça. Puis ce Covid, il a accéléré les choses, mais il a en fait fait arriver quelque chose que je sentais inévitable depuis longtemps. Donc, le premier commentaire, c'est que je ne crois pas qu'il y ait des secteurs qui étaient entièrement préservés. Alors, peut-être mon chiffre est faux, à vérifier, mais je crois savoir qu'en fait, au niveau des coûts de la santé, on n'a pas forcément dépensé autant en 2020. Ce qui est quand même quelque chose d'assez effarant parce que étant habitué en fait à des coûts de la santé qui augmentent, enfin c'est comme ça, tant mieux, on a une santé de qualité. J'ai trouvé quand même assez piquant qu'en fait pendant une pandémie mondiale où on arrête en fait un pays, on investisse moins dans la santé. C'est un peu comme s'il y avait un feu puis qu'on disait à certains pompiers, bon les mecs, vous n'êtes pas tout à fait fit pour ce type d'intervention, donc restez chez vous. Donc, je pense qu'en fait, on a manqué un petit peu d'agilité. Et si la santé n'a pas forcément performé du point de vue financier pendant cette période, ça montre bien qu'en fait, ce n'est pas uniquement dépendant du domaine. Puis le deuxième commentaire, c'est que, bien entendu, ça doit être extrêmement difficile si typiquement on loue des tentes pour des événements culturels ou qu'on organise des événements musicaux. Mais moi, la seule chose, je pense, que je peux conseiller en tout cas pour ça, et c'est d'ailleurs ce que j'avais dit à Alpine City où on avait des événements en présentiel, je leur ai dit, la seule chose que je vous demande, c'est de maintenir l'événement et de ne pas changer la date. Peu importe si c'est de moindre qualité, peu importe si ce n'est pas aussi bien et qu'on n'est pas aussi à l'aise, mais il faut garder le cap et tout de suite rentrer dans cette réalité un peu chamboulée. Le grand risque, c'est de s'arrêter puis de
de rester comme ça, puis d'être tout sclérosé. Alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est profiter de cette dynamique pour essayer des choses. L'événement qu'on avait fait avec Alpine City, je ne sais plus exactement quand il avait lieu, peut-être mai, juin, il a fallu monter une régie télé. Hein. J'entends, je veux dire, honneur à Madame Seitier et à Madame Barouko qu'on organisé tout ça. Moi, j'en revenais pas quand j'ai vu l'équipement qu'elles avaient dû louer pour qu'on puisse faire ça. Il y avait une équipe de professionnels de la télé, enfin bref, un truc de fou furieux. Hein. C'était extraordinaire pour une diffusion en live. Alors, quand je leur ai dit non, 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 il faut rien décaler et mettre tout ça en place, je n'avais pas du tout conscience de ce que je leur demandais de faire. Je veux dire, c'était un petit peu. J'ai peut-être manqué de finesse en leur disant ça comme ça, mais je pense vraiment que la vraie opportunité, c'est quoi qu'il arrive d'y aller quand même. Alors évidemment, si on fait du théâtre, c'est très compliqué, mais moi, je profiterais pour apprendre un type, si vous voulez, pour rentrer dans un type de représentation, de modèle d'affaires, de type d'échange nouveau, malgré tout. Parce que si vous l'apprenez en pleine crise, personne ne va vous juger sévèrement. Si les théâtres ont réouvert et que tout va bien, puis que vous faites un essai qui mélange le digital, vous êtes mort. Si vous essayez un truc en plein Covid, il n'y a personne qui va vous en tenir rigueur. Vous pouvez tout essayer. Et si quelqu'un est dans ces… Alors, peut-être, probablement que je sous-estime la difficulté, mais je pense qu'il y a une immense valeur à essayer. Et d'ailleurs, ce qu'a fait le Cercle des dirigeants, c'est que vous avez, si j'ai bien compris, commencé ces réunions Zoom contraintes et forcées par ce virus. Et en fait, dussiez-vous avoir décidé de ne pas le faire, il ne se serait rien passé pendant tout ce temps. Alors, on peut arguer de la qualité de la chose quand on le fait uniquement digital, mais au moins, vous avez le mérite d'avoir fait, vous le mentionniez avant, une 50aine de YouTube. Je trouve ça génial. C'est beaucoup mieux que de n'avoir rien fait. Oui, bien sûr. Merci Pascal. On va un peu donner la parole aux uns et aux autres. Alors Magali, elle s'est déjà exprimée sur le chat. Alors je vais tout de suite lui demander de dire sa question, celle-ci ou une autre. Alors Magali a une fiduciaire. Vous travaillez beaucoup avec les fiduciaires, Pascal, avec Winbiz. Magali, à toi. Oui, alors effectivement, bon, c'est un petit peu une boutade, mais c'est vrai que les derniers temps, indépendamment, moi j'ai la chance dans l'ensemble d'avoir pu travailler à peu près normalement et mes clients relativement peu souffert. Ils ont été bien aidés d'ailleurs et dans l'ensemble, c'est quand même, les dégâts ont été limités. Mais d'une manière générale, cet enthousiasme pour la numérisation à outrance, il faut quand même être conscient du fait que ça nous pourrit quand même la vie à nous les fiduciaires, en particulier dans nos rapports avec l'administration. Je veux dire, c'est absolument abominable de faire la chasse au code de tous les clients, de tous les mandats, de faire signer des tas de trucs pour arriver à demander un délai d'un mois dans une déclaration de TVA ou de déclaration fiscale, quoi. Alors, on a l'impression que vraiment le pouvoir de l'administration a été décuplé par… Alors, moi, je suis entièrement d'accord pour supprimer les emplois stupides et les saisies redondantes, etc. Mais il ne faut pas que ça retombe toujours sur les mêmes et puis que la charge de complications et d'abrutissement soit toujours du côté de l'usager et pas du côté de l'administration. Puis quand il y a un bug et qu'on piétine pendant des journées pour arriver à comprendre ce qui se passe, on a droit à un minimum d'excuses. Enfin bref, je suis un peu frustrée là, comme vous voyez, pas tellement par le Covid, mais par la numérisation galopante. Voilà. Merci beaucoup Magali. Alors je vous rappelle, vous avez une grosse minute chacun à bien utiliser, puis des questions, des réponses aussi courtes, Pascal, comme ça tout le monde va pouvoir intervenir. Très bien. Une remarque par rapport à ça? Alors, une remarque, je comprends parfaitement votre sentiment parce qu'en fait, changer, c'est pénible et que, en fait, là, on est au milieu du gué pour la numérisation dans les fiduciaires, qui est un domaine que je connais bien. Et je pense que c'est moite-moite, si vous voulez. C'est ni numérique, donc vous avez tous les inconvénients du numérique et du non-numérique. Et puis, par rapport à votre deuxième question, je pense qu'effectivement, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire chez Winbiz, c'est qu'il faut numériser les bonnes choses pour qu'en fait, on puisse faire un petit coup de fil pour arranger les choses en 2 coups de cuillère à peau plutôt que d'avoir à réunir 112 codes. Et enlever un petit peu les emplois répétitifs, j'espère que ça permettra ça. Merci beaucoup. Fabien Arevalo, enlever des emplois répétitifs quand on a, comme toi, une entreprise qui travaille beaucoup sur le répétitif aussi. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. C'est-à-dire que
pour moi, j'ai beaucoup aimé, Pascal, quand vous avez dit que ça avait finalement accéléré certaines choses qu'on allait de toute façon devoir faire. Chez nos clients, c'est exactement ça. On travaille beaucoup pour des services clients notamment. Et ça a accéléré le fait oui, de devoir se débarrasser de ces tâches répétitives, de mettre enfin des bots à disposition et enlever ces fameuses facs qui dataient d'il y a 20 ans, hein, qui étaient un peu, un peu vieillottes. Et non pas pour supprimer des emplois, mais vraiment pour que les gens amènent leur vraie valeur ajoutée d'être humain et de se concentrer sur des cas un peu plus complexes, ou simplement même de prendre du temps pour des clients qui étaient un peu plus fragiles à ce moment-là. Et ça, j'ai trouvé ça beau que l'aspect numérisation puisse aussi amener plus d'humains. Et les deux sont allés ensemble. Moi, j'avais une question pour vous, Pascal, sur, à un moment donné, vous avez parlé de flexibilisation. Est-ce que vous l'entendiez dans le lieu de travail, dans la façon de penser, dans le… Voilà. Alors, je dirais que c'est un thème général. Je vais lier… Alors, je ne vous ai pas trouvé très flexible dans la façon de penser, mais quand même, on s'est adapté, je trouve, merveilleusement bien. Évidemment que ça vient au départ du fait que l'organisation des entreprises, elle est à repenser. Parce que moi, je vais vous dire la vérité, j'étais très, très ancienne école. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on le faisait comme ça, puis j'ai grandi dans ce monde. Et là, en fait, je me rends compte que pour certains individus, dans certains types de tâches, en fait, on a un gain de productivité important et puis qu'en fait, il y a un mieux-être collectif. Et je veux dire, faudrait être bête pour pas en manger, quoi. Je veux dire, c'est simplement que j'ai été forcé de faire l'expérience. Donc, la flexibilisation, ça, c'est une chose. Maintenant, si je le lie à l'écologisation, pour la première fois, on a été contraint de faire avec des mesures on était empêchés. D'accord? Vous voulez vous rendre en voiture ou en train à quelque part, vous ne pouvez pas. Alors, si on se place pré-Covid, mettons que je me dis, ah voilà, monsieur Arevalo est un spécialiste du customer support, moi j'en ai un, je vais aller déjeuner avec lui, comme ça je peux voir si je peux travailler avec lui. OK. Donc en fait, dans l'ancien temps, on se serait fait un bon lunch à Genève ou ailleurs, peu importe. Et ça nous aurait permis de nous recontacter. Là, en l'occurrence, moi, j'ai noté votre nom, je vous appellerai après. Mais le fait est qu'on aurait tous deux eu à cœur d'arriver très à l'heure à ce rendez-vous. On est d'accord? Donc, dans un monde plein d'énergie, plein d'autoroutes bien entretenues, plein de trains qui fonctionnent, qui sont bien entretenus, on peut se payer, j'allais dire le luxe, mais non. Le bon mot est probablement la coquetterie de tous toujours arriver à l'heure. Dans un monde énergétiquement contraint, ce qui est le cas dans les pays de l'OCDE depuis 2006, hein, attention, on a déjà passé le pic énergétique. Donc, dans un monde contraint énergétiquement, où il y a des virus qui circulent et où on s'en préoccupe, je n'émets pas de jugement de valeur, c'est simplement un fait. En fait, il va falloir être plus flexible. Tout d'un coup, on aurait rendez-vous, vous m'appelez, écoutez Pascal, pas de problème, on fait un Zoom, etc. etc. C'est dans ce sens-là, c'est notre rapport au monde qui doit devenir plus flexible. D'accord, merci beaucoup. Merci Pascal. Peut-être je donnerais volontiers la parole à deux personnes qui sont, je crois, un peu dans le même domaine, c'est-à-dire Rémi Sigrist et Jean-Marc Thomasset. Vous accompagnez tous les deux des dirigeants. Est-ce que vous sentez chez eux cette envie en se disant « chouette, le Covid nous permet de nous remettre en question ». Rémi Sigrist. Faut mettre… Voilà, j'ai activé le micro. D'abord, merci, bonsoir à tous. Merci pour avoir organisé effectivement ce petit colloque par Zoom. C'est toujours bien d'échanger. On fait ça régulièrement, que ce soit maintenant avec des alumni, sur sa place de travail, avec les associations. C'est vrai, ce qui a été dit par Pascal, c'est la réalité, il faut vivre avec. Par contre, j'ai deux, trois petites choses quand même je ne vais pas dire qui me donnent des frissons, mais quand même. En deux mots, donc moi, je me dis toujours, je suis consultant senior en gestion du capital humain. Et quand on parle de retour au travail, moi, je vois ça sous un angle un petit peu différent de Pascal. Hein. Moi, je vois le retour au travail sur effectivement comment est-ce qu'on va pouvoir valoriser le capital humain de ces gens qu'on n'a pas vus pendant des mois.
Moi, je travaille avec des organisations, je ne citerai pas le nom, mais 80% des employés sont toujours pas revenus sur la place de travail. Mais ça travaille, c'est vrai, ça travaille. Comme dit Pascal, le monde ne s'est pas arrêté, sauf dans le monde de la formation, où toutes nos formations présentielles sont arrêtées. Ça, c'est autre chose. On a remplacé aussi de temps en temps par du e-training, du etc. Évidemment, avec des résultats et les études le montrent qui ne sont pas toujours très, très bonnes. Hein. Quand là, j'ai formé 8 managers dans les pays des Balkans, avec des réseaux qui fonctionnent mal, où ils éteignent évidemment l'écran, donc on ne sait pas s'ils sont derrière, s'ils ont été boire un café. Vous voulez faire du management training avec de l'interaction, ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc il y a des dimensions où ça ne marche pas, il faut en être conscient, et puis il y en a d'autres où ça marche. Et disons, ce que je voulais dire, c'est que ce retour à la pseudo-normale, ça devrait passer par un changement aussi du style de management de beaucoup de managers. Parce que je suis un manager d'équipe, je viens aussi de l'informatique, hein, d'une grande multinationale américaine. Quand les gens reviennent, si on leur dit simplement bonjour, bienvenue, allez les gars au boulot, ça ne va pas se passer. Il va falloir qu'on... Rémi, 1 minute. Voilà, 30 secondes. Il va falloir aller vers des choses qu'on ne fait pas. Il va falloir retourner vers des expériences, moi, ce que j'appelle de team building, où il va falloir écouter ces gens qu'on n'a pas vus pendant des mois, peut-être voir quels ont été les plus, les moins, l'impact des changements sur eux. Donc, il va falloir vraiment s'occuper du capital humain et pas seulement des autres aspects. Ça, pour moi, c'est très, très, très important. Mais, merci beaucoup. L'élément qui va avec ça, c'est effectivement que ça va demander aux entreprises de changer un peu leur mode de travail et d'être plus flexibles. Ça, c'est sûr. Il faudra commencer par s'occuper du capital. Merci beaucoup, Rémi Ségrist. Alors, tout de suite après, Jean-Marc Thomasset, vous êtes un peu dans le même domaine, me semble-t-il, accompagnement de dirigeants notamment. Vous avez le même sentiment? Oui, alors bon, pas tout à fait. Je suis investisseur financier et humain. Dans l'humain, j'accompagne des présidents de boîtes en France et en Navarre et à l'étranger, et je réalise des gros investissements impact dans le domaine immobilier, dans le monde entier. Donc voilà, bon, c'est pas le lieu pour en parler. Alors, par rapport à ce que Pascal a brillamment exposé, j'ai trouvé très intéressant. Après, moi, mon commentaire, ça serait un juste milieu. C'est-à-dire, je rejoins Rémi. Aujourd'hui, je pense sur tout le globe, que ce soit des Américains, des Anglais, que ce soit des Espagnols, des Italiens, des Suisses ou des Français, on est tous en manque de contact. Hein, ce n'est pas par des écrans qu'on va gérer les problèmes des personnes âgées, faire en sorte que les familles se voient, que les entreprises fonctionnent. Aujourd'hui, le numérique est la solution, mais après, rien ne se substituera au niveau du quotient émotionnel, au niveau de l'intelligence globale du corps, le fait de se serrer la main. On a des milliers de connexions qui se font. Donc les écrans tuent les neurones, les écrans tuent les vraies connexions et les écrans appauvrissent l'intelligence. Donc c'est vrai. Je suis d'accord avec Pascal, c'est brillant, mais attention au trop. Moi, voilà, en bouddhiste de l'informatique, je dirais c'est le juste milieu. Si nous pouvons garder comme ça quelques occasions, comme fait Enza, de rassembler des gens, sinon on est tous enfermés chez soi, on n'a plus de contact. Et l'humain, c'est quand même un être de contact. Donc, moi, je le vois, dans les investissements, tout est stoppé parce qu'on n'a aucune visibilité. Dans l'humain, ça continue à distance, mais ça continuera jusqu'à quand? On ne peut pas tout dématérialiser. Et là, je rejoins Rémi. Attention, l'être humain est un être sapiens qui a fait son évolution, c'est sa sagesse, mais aussi sa sociabilisation, travailler en groupe, évoluer, tenir compte des faiblesses et des forces de tout le monde. Donc, je suis d'accord avec le point de vue de Pascal et aussi de Fabien, mais peut-être aussi gardons un contact humain et peut-être qu'un petit apéro, même si moi je sais que je m'autorise quelques sorties, parce que c'est très important de garder peut-être le moyen de s'exprimer, de montrer de l'affection et on ne peut pas être en prison tout le temps. Merci beaucoup Jean-Marc. Alors Pascal. Alors une réponse très rapide. Je suis absolument d'accord avec ces deux interventions. C'est d'ailleurs pour ça que je disais que moi j'ai beaucoup travaillé avec les équipes pour travailler leur ressenti pendant tout ce temps-là. Et d'autre part, si les gens ne se voient pas, ça ne fonctionne pas. C'est très difficile d'être créatif, voire impossible à mon avis d'être créatif
comme ça à distance, en Zoom de manière éthérée depuis son jacuzzi. Ça ne marche simplement pas. Et je ne l'ai pas précisé, mais moi, j'ai fait revenir les gens au travail parce que la recommandation, c'était de faire du télétravail là où c'était possible. Et j'ai estimé, j'ai certains collaborateurs qui m'ont dit, Pascal, si je reste à la maison, je me pends. Et ils le disaient avec un sourire, mais vous savez, je trouve que c'est un commentaire qui est difficile à ignorer. Quelqu'un qui me dit qu'il n'en peut plus, je lui dis, ben, tu es le bienvenu, tu peux revenir au bureau. Et j'ai fait ça avec tout le monde. Donc, il y en a certains qui étaient très effrayés parce qu'ils vivaient avec quelqu'un de fragile. Donc, évidemment, ils peuvent faire comme ils veulent. Mais j'ai autant que faire se peut essayer de rassembler les gens pour qu'ils se revoient. C'est absolument nécessaire. D'une part, pour être productif, pour inventer des choses ensemble, mais aussi parce que sinon on crève. C'est aussi simple que ça. Et je crois effectivement que, moi je l'ai vu aussi avec mes 2 ados qui faisaient l'école à la maison. Ben, je peux vous dire qu'alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est actif dans la formation digitale à l'école, mais croyez-moi, il ne se passe rien avec la e-école. C'est nada, niet, pas d'apprentissage. Et on le voit maintenant, une grande souffrance chez les jeunes. Pour le point de Rémi Sigrist, on le voit, c'est mesuré, les hospitalisations en pédopsychiatrie, elles explosent. Et ce n'est pas pour rien. Merci beaucoup, Pascal. Alors, il me semble que Anne Richter a une bonne connaissance des anglo-saxons. J'aurais assez aimé qu'elle nous dise si c'est un peu les mêmes sentiments qu'ils ont. Anne? Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour Pascal. Hey Anne, how are you? Plaisir de te revoir. J'ai plusieurs remarques. Il y a une partie de moi qui est restée américain et dans ce sens, je cours toujours vers l'opportunité. Donc, tout peut m'arriver, je vois une opportunité, même si c'est difficile et particulièrement difficile ici. Lorsque les voisins décèdent, j'en ai trois voisins qui sont décédés à cause. C'est émotionnellement extrêmement difficile. Mais il y a aussi une opportunité extraordinaire de se remettre en question. Et j'avais plusieurs questions pour Pascal. Pascal, est-ce que par hasard, dans ce changement, les gens ils ont dû s'adapter? D'abord, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour les motiver? Et est-ce qu'ils ont innové davantage? Je reviendrai à la question des Américains, des Anglo-Saxons. Anne, une grosse minute en tout, hein? Oui, d'accord. Sinon, tout le monde ne pourra pas intervenir. D'accord, ok. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait pour les motiver? Oui, alors j'ai essayé, il faudrait leur poser la question à eux, mais ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir un plan qui soit très clair, d'avoir une direction qui soit claire. Je pense que quand la tempête se lève, c'est important de savoir que le capitaine, il a compris qu'en fait, il y avait la tempête. C'est de dire, les mecs, il pleut, la mer est fâchée, ça va être dur. Et j'ai fait une espèce de discours au moment où j'ai confiné les gens au premier confinement avant que ce soit demandé, pour simplement les mettre en sécurité. Et je leur ai dit, en fait, si je ne vous aidais pas, on ne savait pas ce que c'était, je leur ai dit, mais si je ne vous aide pas à être en sécurité au niveau de la santé physiquement, maintenant, vous devriez ne plus jamais m'écouter. D'accord? Donc, c'est simplement rentrer dans cette phase de manière courageuse. Et j'ai fait un discours un peu à la Churchill, genre du sang des larmes, pour leur dire que ça allait être difficile. Et qu'il allait falloir travailler dur pour passer là à travers, que ce ne serait pas simple, que ce ne serait pas tout rose. Donc, simplement prendre acte du réel, faire preuve de leadership. Et puis après, j'ai été extrêmement ouvert et puis j'ai fait du cousu humain avec chacun et chacune. Parce que chacun rentre dans un temps comme ça, avec ce qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses. On ne peut pas, comme ça, a priori, définir un grand plan technocratique qui va fonctionner pour tout le monde. Le cousu humain, ça marche mieux.
Et puis, l'autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai varié les modes de communication. Il y a des gens que je suis allé voir, il y a des gens, j'écrivais des mails pour tout le monde, j'écrivais des mails personnels et je téléphonais. Donc, il y a des gens qui sont… Pardon? Accompagnement. C'est ça, accompagnement, mais aussi, c'est pas que l'accompagnement, c'est-à-dire, c'est pas juste, ah oui, comment tu te sens, ma pauvre chérie, c'est… les gars, moi, j'ai fixé 3 objectifs. Le premier, c'est 1, on va pas perdre notre job. Si on bosse pas bien, ben voilà, il y a des gens qui vont partir. Donc, on bosse bien pour garder notre job. Le deuxième, c'est on sert nos clients, whatever. Parce qu'en fait, c'est grâce à eux, en fait, qu'on vit. Donc, j'ai insisté sur le fait que nos clients aussi étaient dans cette situation. J'avais d'ailleurs fait un post sur LinkedIn de manière publique. Je ne sais plus si c'était sous mon profil ou celui de Winbiz, mais où j'ai expliqué à nos clients, ben voilà, mes collaborateurs, ils sont à la maison. Ils ont des ados qui révisent leurs cours. Ils ont un chat qui va leur grimper sur le téléphone. Soyez cool. Ils font ce qu'ils peuvent. Et j'ai fait ça, en fait, pour porter, moi, la responsabilité de la gêne que ressent un employé quand il y a son gosse qui hurle. Tu vois? Donc, c'est de porter ce qu'on a à porter et puis de lire le réel aux gens et puis après de les accompagner, mais sans les traiter comme des petites filles ou des petits garçons. Ça ne marche pas. Il faut rentrer dans la chose et puis les préparer à ce qui va réellement se passer. Et puis, la troisième action que j'ai menée, c'est de reprendre le plan stratégique qu'on avait et puis de regarder à la lumière de ce qui arrivait, ce que ça changeait pour nous. Par exemple, une des grandes craintes que j'avais, moi, je me suis dit, bon, c'est Armageddon, c'est fini, c'est la fin du monde, plus personne ne va payer. Il ne s'est rien passé. Bon. Mais si vous voulez, j'ai mis en place toute une série d'indicateurs pour qu'on passe simplement à travers ça, qu'on puisse le mesurer. Merci beaucoup. Jean-François Van den Bel, lui, le côté écologisation, ça doit lui parler beaucoup, beaucoup. Jean-François. Oui, tu as raison, ça me parle beaucoup, mais c'est sur un autre sujet que j'aurais aimé réagir. Tu peux, sur les deux, sur 1 minute. Oui, si j'y arrive. Je vais privilégier l'autre sujet. Comme tu le sais, Enza, nous sommes spécialistes en environnement de travail. On est ce qu'on appelle en anglo-saxon workplace strategist. Et en fait, je suis confronté, moi, aujourd'hui, sur mes clients, sur mes prospects, à la problématique suivante, c'est que leur grande interrogation, leur grand problème, c'est comment faire revenir les collaborateurs au bureau, en fait. Et notamment dans votre domaine, Monsieur Reichenberger, dans le domaine informatique, avec des développeurs. J'ai un client avec lequel je discute en ce moment. Ils ont des développeurs, ils sont à peu près 150, disséminés entre la Romandie et le Valais, à la neige, au soleil printanier. Et en fait, ces gens-là, c'est une population que je pense que vous connaissez très bien, qui vit dans une caverne, qui en fait, avec son mug de café et son pain au chocolat de l'autre côté, et qui tapote sur le clavier à longueur de journée. Et en fait, ces gens-là n'ont absolument pas envie de revenir au bureau. Et le patron et la RH de cette société, qui représente à peu près 150 personnes, sont confrontés à la problématique suivante. Ils ont fait des modifications d'environnement de travail quelques 6 mois avant le Covid, pour introduire notamment du flex de l'organisation flex, des postes non dédiés en open space, avec tout ce qu'il faut autour, une magnifique cafétéria, enfin voilà, vraiment parfait. Et puis aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation, alors indépendamment des décisions du Conseil fédéral d'imposer le télétravail, ils se retrouvent face à cette situation où finalement tous ces développeurs ne veulent pas revenir au bureau. Donc la question qu'ils me posent, c'est que faisons-nous et comment pouvez-vous nous aider pour les ramener au bureau? Donc, je pense que vous avez une population très similaire, très comparable en grande partie dans votre société. Comment les avez-vous fait revenir au bureau? Il faut leur dire la vérité. Pourquoi ils veulent faire revenir leurs collaborateurs au bureau? Probablement parce que ça pose des problèmes de collaboration ici ou là, ou d'innovation. De culture d'entreprise aussi, tout simplement. Hein. Et pardon? De culture d'entreprise, tout simplement aussi. Ben, vous leur dites ça. Ça pose un problème de culture d'entreprise. On veut que vous reveniez. Point. Et puis, si ça ne va pas, on en prend un, on le vire, puis vous verrez qu'après, les autres y reviennent. Je sais que ça a l'air complètement zinzin,
Mais si vous voulez, quand vous travaillez ensemble, si on pense qu'en fait la culture d'entreprise est réellement importante, il faut le dire, il faut l'écrire, il faut dire aux gens qu'en fait on décide de se voir régulièrement. Ça veut pas dire, et quand je parlais de flexibilisation, c'est ça que je voulais évoquer, c'est-à-dire le truc Taylorisme, fort doté, on est là le lundi à 8 heures parce que c'est l'alpha et l'oméga de la productivité, j'y crois pas tellement, mais de dire on se voit jamais, ça fonctionne, on sent tous intuitivement que ça fonctionne pas. Donc là, vos clients, ils évoquent la culture, mais à mon avis, on peut en discuter en dehors, mais à mon avis, c'est plus subtil que ça. Je poserai simplement le fait que j'essaierai d'abord d'expliquer les problèmes que ça pose concrètement, parce qu'en général, vous savez, les gens, quand ils sentent qu'ils ne font pas du bon boulot, c'est rare qu'ils vous disent « Ah, mais on est trop content ». C'est très rare. Et je leur dirai comme ça, je leur dirai « Bon, écoutez, moi, j'ai le sentiment qu'on est moins efficace. Je ne pense pas qu'en fait, notre entreprise, elle va pouvoir perdurer à long terme si on ne se voit jamais, parce qu'on va perdre nos repères, on ne va plus réussir à innover, on va perdre notre culture. On tient à ce qu'on trouve un mode organisationnel où les gens sont suffisamment en contact. Comment voulez-vous résister à cet argument? Les gens ne peuvent pas vous dire non, j'ai ski. Voilà, Oui. juste peut-être un mot sur ce sujet du télétravail, en tout cas pour les Genevois. Je vous rappelle que nous avons à Genève beaucoup de frontaliers et que dès que tout ça sera rétabli, en fait, il y a des accords européens qui font que les frontaliers ne peuvent pas faire du télétravail, par exemple, à 100%. Je crois qu'il est admis un jour et encore en négociation. Donc, je ne sais pas si au niveau des lois, bah tiens, mon mari est par là. Au niveau politique, je vais peut-être lui demander. Claude Léguy, il faut mettre ton micro. Je ne sais pas ce que tu me demandes, mais pour être sincère, j'ai dû m'éloigner une minute, mais je ne suis pas quitté. J'ai mis, donc d'habitude, j'apparais, mais là, j'ai enlevé la vidéo, mais je ne pensais pas que tu me poserais une question en arrivant, c'est pour contrôler ce que je fais. Et voilà. Okay. Alors, mais par contre, alors, je peux me permettre, si tu me donnes la parole, je dis autre chose. Bon, avant de partir, je veux dire, ça fait du bien de vous entendre et d'avoir enfin un message qui soit un message constructif et un état d'esprit. On ne construit pas l'avenir, on ne rebâtit pas en ayant un esprit qui soit négatif et qui soit le contraire, et qu'on soit dans les groupes des sachants autoproclamés, etc., se plaignant absolument de tout. C'est pas ça. J'apprécie votre état d'esprit. Vous avez parlé du numérique, notamment dans les changements de société, mais il n'y a pas que le numérique qui va changer. Il y aura des changements sociétaux divers, nous aurons des changements sociaux. Est-ce que vous pouvez peut-être dire une ou deux choses sur des évolutions des métiers, des nouveaux métiers, et parce que véritablement, on n'imagine pas l'importance des changements, et le numérique, certes, est important, mais il n'y a vraiment pas que ça. Si vous pouvez dire deux mots là-dessus. Excuse-moi si je ne sais pas ce que tu voulais me demander, mais les réflexions politiques, on peut les laisser de côté, tu sais. Je n'ai plus aucune autorité sur ces séances, de toute façon. Bon, Pascal, si vous avez la gentillesse de répondre. Ben, merci pour cette intervention, M. Guy. Moi, j'ai conseillé à tous les politiciens en herbe qui savaient mieux que les autorités ce qu'il faudrait faire, de prendre une carte de parti et d'y aller. Hein, si quelqu'un est tellement brillant qu'il peut faire mieux que les politiciens qu'il y aille. Maintenant, sur les changements sociétaux. Alors, vous avez entièrement raison, on pourrait refaire une discussion là-dessus. J'ai parlé de ces trois choses parce que numérisation, c'est actionnable pour un chef d'entreprise. La flexibilisation aussi, puis l'écologisation, ça me tient à cœur parce que c'est une manière d'être un altruiste, à savoir un égoïste intelligent. Maintenant, sur les changements sociétaux auxquels on va faire face, je pense qu'on arrive à un moment où on va changer, on est au milieu d'un changement de civilisation qui n'est pas du tout une mince affaire. Donc, c'est très difficile de sentir où ça va aller. Mais par contre, en termes de gouvernance des États, en termes d'organisation de la santé, en termes de communs, typiquement ce drame des communs hein, dont on parle souvent en politique, ça, je pense que c'est un sujet qui va devoir être réfléchi. Qu'est-ce qui va passer dans les communs? C'est un mode organisationnel qu'on va devoir réfléchir. Il y a
je ne saurais pas vous citer un domaine, à mon avis, qui ne va pas être chamboulé. Et je pense que moi, j'y mets un enthousiasme vivace parce qu'en fait, on entend les arbres qui poussent, mais on entend les arbres qui tombent, pardon, mais on n'entend jamais l'herbe, la forêt pousser. Et que ce qu'il faut, c'est… Alors, vous voyez, comme je vais vivre dans ce monde, si Dieu me prête vie encore quelques années, j'aimerais bien que ce soit un petit peu joyeux. Et j'essaye autant que faire possible de contribuer à ce qu'on invente ce monde-là de manière guillerette et sympa. Et je pense que tout est à réinventer. Tout est possiblement réinventable. Il n'y a pas tellement de limites à ce qu'on peut faire ou pas faire. Et que c'est peut-être enfin le moment d'obtenir une démocratie qui soit plus vivante, de mieux s'occuper de l'exclusion, de faire en sorte que chacun et chacune ait une place, de réinventer l'école. Mon Dieu, ne me branchez pas sur l'école. Je pense que tout est à faire, tout est à refaire. Et ce n'est pas du tout une critique de l'école comme elle est aujourd'hui. C'est simplement que on voit que c'est un vieux système. C'est un vieux système très sclérosé. Et je pense qu'il y a 1000 choses à faire différemment. Il faut se lancer. Et c'était un peu le but de mon intervention ce soir, c'était de dire il s'agit de notre monde. Ce n'est pas le monde d'un autre. On vit toutes et tous dans ce monde. En fait, il est à nous. Et il n'y a pas de raison Alors, c'est triste parce que, comme le disait Anne, et je ne l'ai peut-être pas assez souligné, on a perdu des proches parfois. Mais je pense que le privilège des vivants, bien utiliser son temps, c'est en fait faire face au poids incommensurable de savoir que les disparus ne sont plus là et d'en faire quand même bon usage. C'est une manière de leur rendre honneur que de festoyer la vie et puis d'essayer d'inventer quelque chose de bien. Donc, je pense que les changements qu'on va vivre et qu'on est en train de vivre sont gigantesques et que ce Covid, c'est simplement une aiguille sur une baudruche qui fait qu'en fait, on voit maintenant que c'est inévitable. Et je trouve on le voit en politique. Merci Pascal. Alors, si en plus vous parlez forêt avec mon mari, vous allez être amis pour la vie. Enfin, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'eau. Hein. Mais s'il y a de l'eau, c'est parce qu'il y a des forêts. Donc, on peut, par rapport à cela. Mais si vous arrivez à convaincre, si on peut être une grande majorité, avoir cet état d'esprit, c'est un moment peut-être qui est vraiment une très grande opportunité. Merci beaucoup. Je le crois. Par contre, vous avez parlé école et dès que vous avez parlé école, évidemment, Eric Weiss est apparu. Tu peux ouvrir ton micro, cher Eric. Je ne sais pas s'il faut réinventer toute l'école, ça va être compliqué. Nous, déjà, on essaie de réinventer l'université. Alors, d'abord, bravo, hein, c'est hyper enthousiasmant et c'est formidable tout ce qui a été dit. Et en plus, je me suis reconnu dedans parce que je n'aurais pas pu être à l'heure. Donc, j'ai écouté dès le début, grâce à ce formidable outil. L'école, je ne sais pas comment on va la réinventer. De manière générale, on voit quand même plein de travers se dessiner au fait que les étudiants, notamment, étaient isolés. En revanche, effectivement, il y a un choc de conscience là. On a pris conscience que des choses qu'on pensait pas du tout possibles sont possibles. Et alors, notamment dans les grands modèles, je pense que on va pouvoir tranquillement, en tout cas pour les universités, s'acheminer vers un peu moins de cours en présentiel et garder ces budgets pour des choses qui méritent un petit peu plus d'intérêt. Voilà. Donc ça c'est peut-être la bonne nouvelle sur les 5 ou 10 prochaines années, mais la mutation sera longue et fastidieuse malgré tout. Merci beaucoup. Avais-tu une question pour Pascal ou... Non, parce que je trouve que tout a été relativement bien dit. On partage tous à peu près le même ressenti. C'est vraiment un an après, on a tous l'impression que des choses ont changé pour le mieux et puis des choses ont aussi en tout cas mérite d'être retravaillé, notamment sur la liberté individuelle, l'autonomie de pensée, l'esprit critique des jeunes. Là, on parlait d'école. Moi, je suis quand même assez affolé désormais par cette espèce de mouvement qui s'est installé où les jeunes se laissent porter par le rythme des Zooms, des dates, des échéances de remise de devoirs, etc. Et qu'il va falloir retravailler un petit peu l'esprit entrepreneurial. Mais j'ai bon espoir quand même parce qu'ils sont flexibles. Donc voilà, donc ça, on y travaille et en tout cas, je pense que c'est
c'est un sujet en soi, parce qu'on parle d'avenir et que l'avenir, il ne faut pas oublier que c'est la jeunesse, même pas nous. Nous Merci. Alors, quand je dis qu'il faut réinventer l'école… Pascal, peut-être un final, une conclusion sur 1-2 minutes? Alors, peut-être 10 secondes sur le sujet de l'école. Je me rappelle, il y a quelques années, dans une vie précédente, quand je travaillais chez Logitech, je discutais avec Patrick Ebicher qui me confiait qu'il ne savait pas que faire du succès des cours en ligne. Et il me disait, tu sais Pascal, on a plus d'étudiants formés en ligne que d'étudiants qui viennent physiquement sur le campus. Et notamment, il est en train de former au métier de l'ingénieur une bonne partie de l'Afrique francophone. Puis je disais, mais enfin, Patrick, c'est quand même une bonne nouvelle, on ne va pas cracher dans la soupe, mais ça pose toute une série de problèmes. Et moi, je ne suis pas du tout un fan de l'école uniquement par Zoom et autres. Pas du tout, pas du tout. Mais je pense qu'on peut réinventer l'apprentissage, réinventer des solidarités, une proximité entre l'enseignant et l'enseigné, c'est extrêmement important, mais on peut faire mieux. Bref, c'est un sujet passionnant. Alors peut-être, en guise de conclusion, je veux tout d'abord vous remercier parce que c'était fort intéressant. C'était un Zoom très réussi. Que je me réjouis de venir vous rencontrer parce que ce sera bientôt possible. Je me joindrai volontiers à vous comme membre pour participer parce que techniquement, la société que je dirige est à son siège à Genève. Donc, je ne suis pas souvent à Genève, mais elle est quand même là. Et puis, je pense peut-être le seul message, je dirais, c'est pour transformer le monde et puis voir la chose de manière optimiste, il y a une première étape qui, en tout cas pour moi, me semble absolument indispensable, qu'on peut s'appliquer à soi-même, mais aussi proposer à ses proches, c'est déjà de s'approcher du réel. Si on ne prend pas acte de ce qui se passe vraiment, vous en parliez, M. Weiss, les difficultés à l'école, eh il faut mettre, les Anglais ont une très bonne great say, put the fish on the table. Il faut mettre ce qui pue sur la table. Et je pense que c'est l'occasion, typiquement pour l'école, mais pour tous les autres sujets dont on a parlé, peut-être de mettre ce qui va simplement pas sur la table, de dire, bon, ben, les mecs, voilà, ça, c'est pas terrible, parlons-en. Mon expérience, c'est que quand on fait ça de manière bienveillante, alors ce n'est pas pour juger les individus, etc., ni les institutions, chacun fait comme il peut, je suis absolument persuadé, mais en général, les gens sont mal guidés, mal aiguillés, mal éclairés, et que proposer un espace qui soit secure, qui soit safe, pour parler de ce qui ne va pas, c'est déjà une très bonne manière de remettre les choses en mouvement. Et puis, mais évidemment, si quelqu'un dit « Ah, il y a ça qui ne va pas à l'école, ou dans le management présentiel, ou dans le télétravail », si on dit aux gens « Non, vous glandez quand vous êtes en télétravail », c'est sûr que là, ça flingue un peu la dynamique. Donc, il faut être très, très attentif à fournir, je dirais, un espace qui soit sûr. Et comme ça, on peut parler des choses qui fâchent. C'est ça qu'il faut regarder droit dans les yeux. C'est Michel Serres, le regretté, qui disait que derrière chaque personne qui s'énerve, en fait, il y a un dragon qui a une épine dans la patte. Et si on fait cette hypothèse que les gens qui crient, en fait, ils souffrent, ce qui est souvent le cas, ça aide beaucoup parce qu'en fait, on peut s'intéresser à eux, comprendre ce qui ne va pas et puis commencer à le résoudre. Et moi, je ne suis pas ni optimiste ni pessimiste, mais je trouve que la vie est bien plus rigolote si on essaye de construire un monde qui le soit aussi. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous demande d'ouvrir vos micros pour un chaleureux remerciement pour cette bouffée d'optimisme de début de semaine. Bravo Pascal. Merci Pascal. On peut arrêter l'enregistrement maintenant. Merci Julien.